Si t'investis depuis 2 ou 3 ans, t'as forcément déjà entendu cette phrase, la bulle va éclater. Alors tu l'as entendu en 2024, tu l'as réentendu l'année dernière et à chaque fois, le marché est monté. Sauf qu'en juillet 2026, elle a éclaté pour de vrai. Le 29 juillet, la bourse de Séoul perd jusqu'à 12,6% dans la journée. Les transactions sont suspendues, le ministre des Finances vient présenter ses excuses devant le Parlement et depuis son sommet, en juin, l'indice a perdu près de 44%. C'est le pire crack boursier de l'année. Et il est passé presque inaperçu en France. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est ce qui s'est passé 2 semaines plus tard. Le même marché était officiellement reparti à la hausse. Et c'est là que quelque chose ne colle pas. Parce que si le problème était vraiment que l'intelligence artificielle coréenne ne valait plus que le marché croyait, alors pourquoi les acheteurs étaient-ils déjà revenus ? En regardant ce qui s'est réellement passé, cette explication ne tient pas. Et ce qui a cassé à la place te concerne beaucoup plus que tu ne le crois. Alors d'abord, pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre à quel point la hausse était réelle. Pendant 15 ans, la bourse coréenne n'a rien fait. Un marché plat, ennuyeux, que même les Coréens n'achetaient plus. Puis l'intelligence artificielle est arrivée et la Corée s'est retrouvée assise sur la bonne matière première. Parce que les puces qui font tourner l'IA ont besoin d'un type de mémoire très particulier, alors on les appelle les HBM, et 2 entreprises coréennes dominent ce marché, Samsung et SK Hynix. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en 2023, SK Hynix perdait massivement de l'argent. Sauf que 2 ans plus tard, elle était devenue l'une des entreprises les plus valorisées d'Asie. Et évidemment, tout l'indice est monté avec elle. Le Kospi, alors l'équivalent coréen de notre CAC 40, a pris environ 200% en 12 mois. Et à titre de comparaison, sur la même période, le S&P 500 américain en a pris seulement 24%. Et à ce stade, tu dis peut-être que c'est juste une histoire classique. C'est un secteur qui est à la mode, des cours qui s'envolent, et des gens qui achètent sans regarder. Sauf que c'est pas vraiment ça. Les commandes étaient bien là, les usines tournaient à plein, les bénéfices arrivaient vraiment sur les comptes des entreprises. Et c'est exactement ça qui rend cette histoire si intéressante. Parce que si la technologie fonctionne, et si l'argent rentre pour de bon, alors il ne devrait pas y avoir de bulle du tout. Alors comment un marché où les entreprises gagnent réellement autant d'argent finit quand même par perdre 44% en l'espace de 6 semaines ? La réponse, là, elle est pas dans les entreprises, elle est dans la façon dont les gens les ont achetées. Et ça commence par un problème que tu connais peut-être sans le savoir. Quand tu achètes un ETF S&P 500 par exemple, tu vas acheter 500 entreprises bien réparties, qu'en réalité, tu achètes surtout les 10 plus grosses, celles que tout le monde connaît. Et à elles seules, elles pèsent environ 36% de l'indice, et même ça, on dit que c'est trop concentré. Sauf qu'en Corée, 2 entreprises pesaient plus la moitié de l'indice. Donc acheter la bourse coréenne, c'était pas se diversifier, c'était parier sur 2 fabricants de puces. Et surtout, des millions de particuliers se sont retrouvés sur exactement le même pari. Et en Corée, ils sont tellement nombreux qu'ils ont un surnom, les fourmis. On parle ici d'environ 14 millions d'investisseurs dans un pays de 51 millions d'habitants. Mais le plus intéressant, c'est pas vraiment le nombre. Pourquoi autant de jeunes coréens étaient prêts à prendre autant de risques ? Et pour comprendre ça, on doit sortir un peu de la bourse pendant 30 secondes. Il faut regarder surtout le logement. Chez les Coréens de plus de 70 ans, la quasi-totalité est propriétaire. Et si on regarde chez les moins de 30 ans, on tombe à autour de 10%. Donc si t'as 25 ans à Séoul, t'as grandi avec une règle assez simple. Travaille, économise, puis t'achètes ton logement. Sauf que pour beaucoup, la 3e étape est devenue inaccessible. Et quand l'épargne classique ne te permet plus de rattraper les prix des actifs, prendre plus de risques commence à ressembler à une vraie solution. C'est là que le levier entre dans l'histoire. Fin mai 2026, la Corée autorise un produit particulièrement agressif, les ETF à effet de levier sur une seule action. Alors un ETF, normalement, c'est un panier d'entreprises, sauf que là, c'est l'inverse. C'est une seule entreprise, Samsung ou SK Hynix, avec un multiplicateur par-dessus. Donc en gros, si une action monte de 1% dans la journée, tu gagnes 2%. Même parfois 3%. Et ça marche exactement pareil dans l'autre sens. Sauf qu'il y a un détail que presque personne ne regarde vraiment, c'est que ce multiplicateur se remet à 0 tous les soirs. Donc tu prends une action qui perd 10% un jour, puis qui en reprend 10% le lendemain. Au bout de 2 jours, elle est quasiment revenue à son point de départ. Mais sauf que le produit de levier, lui, a perdu presque 4%. 4 fois plus sur un aller-retour où il s'est finalement presque rien passé. Et dans un marché agité, ça se répète tous les jours. Le produit fond pendant que l'action fait du surplace, et le levier, lui, ne va pas te rendre plus riche, il te rend juste plus rapide, mais dans les 2 sens. Et voilà la situation à la fin du mois de juin. Un indice tenu par 2 entreprises, des millions de particuliers dessus, et une grosse partie de cet argent est emprunté. Il manquait juste une étincelle. Et le plus étrange, c'est qu'il n'y a même pas eu besoin d'une vraie catastrophe. Parce que le doute, lui, il était déjà là. Depuis plusieurs semaines, les valeurs liées à la mémoire baissaient aux États-Unis. Les investisseurs commençaient à se demander si les géants de la tech allaient vraiment continuer à dépenser autant. Puis SK Hynix publie ses résultats trimestriels, ses bénéfices sont multipliés par 6 et son action baisse. Alors ça peut paraître absurde, mais c'est pourtant très logique. Quand les attentes montent aussi haut, un très bon résultat devient un résultat assez moyen. Et il suffit plus d'être excellent, il faut être parfait. Et à partir de ce moment-là, c'est plus une histoire d'opinion, c'est juste une mécanique.
On va reprendre notre Coréen de 25 ans, son courtier lui a prêté de l'argent pour investir, mais il y a une seule condition. Donc ton portefeuille vaut assez, tout va bien. Et s'il descend sous un certain seuil, le courtier, lui, il veut récupérer son argent. Donc concrètement, il va recevoir un message, soit tu ramènes du cash aujourd'hui, soit je vends tes actions à ta place. Ça s'appelle un appel de marge et c'est pas une proposition. Sauf que maintenant, tu dois imaginer que des milliers de personnes ont reçu ce message au même moment. Et les courtiers vendent, ces ventes font baisser l'action, ces baisses font passer d'autres comptes sous le seuil qui reçoivent le même message et qui sont vendus à leur tour. Et normalement, une baisse s'arrête quand les vendeurs arrêtent de vendre. Sauf que là, personne n'a décidé de vendre. La vente s'est juste déclenchée toute seule. Et si tu retiens qu'un seul chiffre dans cette histoire, c'est celui-là. Environ 1,2 million de comptes se sont retrouvés en appel de marge. Rapporté à la population en âge de travailler, ça fait à peu près un Coréen sur 30. Puis, les autorités ont restreint en urgence l'accès aux produits à levier qu'elles avaient elles-mêmes autorisés 2 mois plus tôt. Sauf que 2 semaines plus tard, tout est remonté. Depuis son point bas, l'indice a repris plus de 20%. Alors techniquement, il est officiellement redevenu un marché haussier. Ce rebond a l'air de contredire tout ce que je viens de raconter. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. Parce que pendant que le marché s'effondrait, il y a une chose qui n'a pas bougé. La demande pour la mémoire en IA, les commandes n'ont pas été annulées, les bénéfices n'ont pas disparu. Ce qui a disparu, c'est juste les positions. Les encours des produits à levier sur Samsung et SK Hynix sont passés d'environ 50 milliards à 17 milliards. Les fonds professionnels ont été nettoyés dans les mêmes proportions, et une fois cette couche évacuée, le marché est juste remonté. Donc c'est pas un crack de bénéfices, c'était juste un crack des positions construites autour de ces bénéfices. Et ça, c'est une nuance, mais elle change tout. Parce qu'elle veut juste dire que le problème, c'était pas la Corée. Le problème, c'était la fragilité construite autour de cette croissance. Concentration, attente extrême, et surtout levier. Alors posons la vraie question de cette vidéo. Si toi, t'as pas de levier, pas d'action coréenne et juste un ETF World, pourquoi est-ce que ça devrait t'inquiéter? Et est-ce que ce scénario peut arriver chez nous? Et maintenant qu'on sait ce qui a vraiment cassé, on peut aller chercher qui réunit les mêmes conditions. Et la Corée nous a donné exactement la bonne recette. Il nous faut 3 ingrédients. 1. Une concentration extrême. 2. Des attentes exceptionnelles, des prix qui intègrent déjà des années de croissance parfaite. Et 3. Du levier ou de la dette qui amplifie ces attentes. Et à partir de là, il y a 3 gros endroits qui méritent qu'on regarde de beaucoup plus près. Le premier suspect, c'est Taïwan. Avec TSMC, c'est l'entreprise qui fabrique les puces pour Nvidia, pour Apple, pour AMD. Et à elle seule, elle représente environ 41% de l'indice taïwanais. C'est encore plus concentré que la Corée. Une grande partie de cette croissance dépend du même moteur, la demande mondiale pour l'IA. Mais le levier, fin juillet, l'argent emprunté pour acheter des actions à Taïwan représentait moins de 0,4% de la valeur du marché. En Corée, c'était 1 adulte sur 30 en appel de marge. Donc Taïwan a la concentration, mais il n'a pas la mèche. Ensuite, le deuxième suspect, c'est le marché américain. Et là, les 3 ingrédients sont présents. Concentration, elle est élevée, les attentes sont énormes, et la dette utilisée pour acheter des actions a atteint un record d'environ 1500 milliards de dollars en juin. Sauf qu'il y a une différence de nature avec la Corée. Alphabet, Microsoft et Nvidia génèrent des flux de trésorerie disponibles, qu'on appelle aussi free cash flow, massifs. Donc là, on n'est clairement pas sur des paris à crédit. C'est des entreprises qui impriment énormément de cash. Et le risque américain est le plus gros des 3, mais c'est aussi celui qu'on voit le mieux venir, parce qu'une grande partie de ce risque est au moins observable en temps réel. La dette sur marge est publiée tous les mois et le résultat des entreprises tombe chaque trimestre. Et ça nous amène au 3e suspect. Et celui-là est beaucoup moins transparent. Parce qu'ici, une grande partie du levier n'apparaît même pas sur un écran de bourse. Et pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Imagine la boulangerie en bas de chez toi. Un matin, le boulanger va te proposer de te prêter de l'argent pour acheter son pain. Alors tu prends le pain, il encaisse et ses ventes montent. Mais une partie de ces demandes n'aurait peut-être pas existé aux mêmes conditions si le vendeur ne l'avait pas financé lui-même. Alors, ça peut paraître complexe, mais reste avec moi. Parce que dans l'intelligence artificielle, ce genre de montage est en train de devenir très courant. Nvidia investit dans des entreprises d'intelligence artificielle. Ces entreprises, elles vont utiliser l'argent pour louer de la puissance de calcul. Et ceux qui louent cette puissance construisent des data centers. Sauf que pour les construire, ils achètent des puces Nvidia. Mais quand un vendeur finance une partie de ses propres clients, une question devient impossible à trancher. Combien de cette demande existerait encore si l'argent ne venait pas de lui ? Et là, il y a une deuxième chose qui a changé. Les géants de la tech ont toujours les moyens de payer. Sauf que la course à l'infrastructure grossit tellement vite que les investissements augmentent nettement plus vite que leur trésorerie. Sur les 3 années, 2025 à 2027, on estime qu'ils ajoutent environ 1,50$ d'investissement pour chaque dollar de trésorerie supplémentaire généré. Alors ça veut pas du tout dire qu'ils sont un sec, ça veut juste dire qu'une part croissante de cette construction est financée par de l'argent venu de l'extérieur. Il vient de fonds qui prêtent directement en dehors des marchés cotés. Ça, c'est ce qu'on appelle le crédit privé. Et selon la Banque d'Angleterre, sa part dans le financement de l'investissement en IA serait passée d'environ 9% à 34% en une seule année.
Et 2 nouvelles du mois d'août montrent à quel point ce sujet est devenu central. Le 10 août, Nvidia s'est associé à 6 des plus gros gestionnaires d'actifs de la planète pour mobiliser plus de 500 milliards de dollars destinés aux infrastructures IA. Et 4 jours plus tard, le même Nvidia réduisait fortement la garantie qu'ils envisageaient d'apporter sur un gros projet de data center. Alors c'est pas un crack, c'est juste quelque chose de plus intéressant. C'est une négociation sur qui porte le risque. Taïwan a la concentration, les États-Unis ont la taille, et le crédit privé a l'opacité. Et l'opacité, c'est précisément ce qui manquait à la Corée. Sauf que dans le financement des data centers, les prix ne s'affichent pas tous les jours, les valorisations se révisent avec du retard, et il devient beaucoup plus difficile de savoir qui porte réellement le risque final. Ça veut dire qu'un problème peut grandir longtemps avant d'apparaître sur un graphique. Et du coup, il reste seulement la question du début. Toi, sans levier, sans action coréenne, avec juste un ETF World, pourquoi ça devrait te concerner? Eh bien, tu dois regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Sur le papier, tu possèdes environ 1400 entreprises dans 23 pays différents, ça semble extrêmement diversifié, sauf que l'indice est pondéré par la taille des entreprises. Et fin juillet, les actions américaines pesaient environ 72% du total. Plus ces entreprises surperforment, plus elles vont prendre automatiquement du poids dans ton indice. Donc non, t'es pas un investisseur coréen à levier, t'auras jamais d'appel de marge à 6h du matin, mais être diversifié mondialement ne veut pas dire être neutre par rapport au cycle de l'intelligence artificielle. Et alors là, je suis évidemment pas en train de te dire que tu dois vendre. Je suis en train de te dire que tu dois savoir ce que tu détiens. Et ça, c'est pas la même chose. Et maintenant, on a une question naturelle, c'est est-ce que ça va exploser? Alors, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Et si quelqu'un un jour prétend savoir, méfie-toi. Mais on peut regarder, bon endroit, 3 choses consultables par n'importe qui. La première chose importante à regarder, c'est est-ce que les géants de la tech ralentissent leurs dépenses? Ils l'annoncent eux-mêmes chaque trimestre en conférence de résultats. C'est la donnée qui tient tout le reste. La deuxième question, c'est quelle part de ces dépenses est financée par de la dette plutôt que par leur trésorerie? Et ensuite, la troisième et dernière question à se poser, c'est est-ce que les conditions de financement des data centers se dégradent? Quand les prêteurs commencent à demander plus ou à demander des garanties qu'ils ne demandaient pas avant, là, c'est le premier endroit où ça se voit. Aucun des chiffres ne va te dire quand, ils vont juste te dire dans quelle direction ça va. Donc, tu peux avoir raison sur l'intelligence artificielle et quand même perdre de l'argent. Et ça, c'est probablement ce que la Corée nous apprend de plus utile. Avoir raison sur une technologie, c'est pas la même chose qu'avoir raison sur son prix. Et payer ce prix avec de l'argent emprunté, c'est autre chose. Mais alors, qui sera le prochain? Et là, impossible à te donner de nom, mais ce sera probablement un marché où tout le monde était convaincu d'avoir raison et où de plus en plus de gens avaient emprunté pour le prouver.